Alors, chaque fois qu'on parle de libre circulation de personnes et des biens, on pense aux frontières. Les frontières, dans l'histoire de l'humanité, ont pour la première fois, et je parle sous le contrôle d'éminents historiens qui sont là, ont été pour la première fois, en tout cas pour l'Europe, été introduites par les traités de Westphalie. Et pour la première fois, entre puissances européennes, ils ont mis en place des frontières qui, pour les passer, on devait répondre à un certain nombre de critères. Or, la notion de frontière sur notre continent est une notion totalement différente. Les historiens qui ont traité de la question des frontières africaines ont toujours dit que dans l'histoire des peuples, comme dans la mentalité collective africaine, la frontière est une ligne de jonction dont la fonction primitive est d'organiser la variation et la fluctuation. D'après ces historiens, seuls comptent les limites naturelles, franges désertiques, bassins fluviaux, îles et deltas, monts, les seuils et cycles saisonniers qui définissent l'usage possible et lui aussi fluctuant des ressources hydrauliques, foncières, pastorales, ressources de plus en plus aujourd'hui affectées par le réchauffement climatique. Donc, on a deux conceptions différentes. Une conception qui nous a été imposée par le colonisateur et une autre conception qui est dans la conscience collective des Africains, qui est la frontière qui est fluctuante, la frontière qui varie selon les... Et je pense que quand on voit comment nos peuples circulent, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a comme cette vérité-là qui continue d'être utilisée par les Africains. Et d'autant plus que si vous regardez les empires qu'on a connus, c'est des empires qui ont fluctué. L'empire du Mali s'étendait sur une grande longueur sans qu'on puisse savoir où elle s'arrêtait et où elle se terminait. De la même façon, l'empire Songhai et autres. Donc, je voulais juste faire ce petit rappel pour que l'on ait quand même à l'esprit qu'on va discuter des choses sur lesquelles la compréhension des populations et la compréhension de ceux qui nous dirigent, en tout cas de nos États, sont totalement différentes. Et pour ce faire, on va d'abord demander au docteur Adérémy Isola Adjibéa, qui est professeur de relations internationales et consultant sur des études politiques et stratégiques à l'université de Jos, Nigeria, et directeur à la retraite des affaires politiques de la CEDEAO. Je pense qu'il n'y a pas meilleur choix qu'on aurait pu faire pour quelqu'un qui a travaillé au sein de la CEDEAO à un niveau aussi élevé, mais qui est en même temps aussi un universitaire qui traite de ces questions. Et donc, il va introduire le débat, introduire le sujet. Je vais lui donner peut-être une vingtaine de minutes. Et une fois qu'il aura terminé cela, on a deux discussants. Un qui est aussi ambassadeur, qui a beaucoup travaillé sur les questions régionales africaines, et je ne sais pas si je peux le dire à ce public, qui est aussi un des rédacteurs de certains traités de la CEDEAO sur la libre circulation de personnes, donc qui connaît le dossier. Et à ma droite, j'ai Mme Khaïta Silla, qui est la directrice nationale de Action Aid au Sénégal et qui va nous porter le point de vue des organisations de la société civile qui travaillent avec ceux qui traversent les frontières tous les jours et qui vont, en tout cas sa présentation va nous permettre d'avoir une idée du ressenti des populations
sur la réalité de la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'une chose, c'est de le dire sur papier, une autre chose, c'est de savoir comment les populations vivent ces questions. Donc on a à la fois un aperçu théorique, un aperçu diplomatique de la question et un aperçu pratique. Et cela va nous permettre vraiment de nous faire une petite idée de comment les choses se passent. Donc, monsieur le professeur, vous avez 20 minutes. Good afternoon. Yeah. Actually, I will not go much into the background as already been mentioned, but I've got a paper which I've submitted. Under the paper, I talk about the abstract that the ECOWAS relating to its free movement of persons, residents, and establishment was approved here in Dakar, exactly on 29th May 1979. That's 4 years after the establishment. And it was conceived as one of the pillars to ensure the bedrock of ensuring what we call the regional integration efforts in West Africa. And after that, we will look at the implementation and then see and identify there are some of the problems or challenges that ECOWAS has come. And it moves into the next level, that is ECOWAS of state to ECOWAS of people, which means next thing. And as rightly pointed by the moderator, the issue of migration has been time immemorial, whether we like it or not, even both in Quran and in Bible, it has been said there. And even in West Africa, according to the International Organization for Migration, about 350 million migrants scattered across the globe. Nearly 7 million people hail from West Africa. Then, so historically, we could see that the life in West Africa has been that of migration, as we might have known. We don't want to go into Kanka Musa, Toure period, and Idris Aloma. We know it's been part of us from time. But to go straight to the point now, with respect to the ECOWAS Treaty on Free, one, it seeks to get stability and development following the independence. But if we look at it, there are 3 stages. When you look at those 3 stages, is the first, free movement of people without a visa, and then the second one is that of right of residence, and then the third one is that of establishment. So we realized that even a sort of comparative analysis we did, we realized that in all the RECs, all the 8 RECs as well as brigades, it seems ECOWAS as well as SEDEC were on the highest on this. And when you look at the comparison, we realize ECOWAS is at a higher level. So given that, we see that ECOWAS Protocol on Free Movement of Person, Right and Resident was signed in 1979, as I've said, and this guarantee visa-free entry for members for 90 days. Then it also graduated from that to what we call the ECOWAS passport, which was introduced in December 2000. And this passport exempts holders from intra-regional visa requirements and serves as an international travel document. And most of us, I know we have it. Then the third one is about the ECOWAS brown card, which this insurance policy for motor vehicles to go from one member state to the other with the civil responsibility of the owner to make sure that their commercial vehicles have the necessary papers. Then there's also what we call the harmonized policies for vehicles, and ECOWAS has worked to harmonize policies that allow private and commercial vehicles to enter temporarily inside their member state. So, but there are some obstacles, as I've said. We realize that both all the regional organizations, including ECOWAS, the need for visa-free is fine, but there has been some problems in terms of harmonizing these travel documents and streamlining it. We realize even in ECOWAS state that right now some countries, some member states, principally, they will tell you
at times that we require this along with it. One of the requirements is the yellow card as well. And the obstacles, the main obstacles have been that of when it comes to the issue of language barrier. You see people traveling, some of the member states of ECOWAS, some are Anglophone, some are Francophone, and then 2 are also Lusophone. So these are some of the problems. There is also the multiple currencies as well. Some of the countries, they use CD, some use Naira, some use CFA as well, and then Leone in Sierra Leone. So it makes, and then the most important one is the issue of porous border. Despite the fact that people still have this access to go from one member state to the other without visa, you tend to see individuals. When I was ECOWAS, because I used the diplomatic passport, we tend to go free, but quite a lot of people said ECOWAS is for the officials and for the government, but really that they prefer to go with their money or go with their identity card to go. So because of this porous border, they go through some other lines. Actually, I can't call it porous border at times, but our unmanned territories as well. Political instability and lack of efficient system of registration. These are some of the issues. Additionally, the issue of corruption and free demand of bribes at checkpoints significantly hinders the free movement of people, goods, and services. And to elaborate more on it, you will see these are very great problem indeed when you look about the communication. The multiple currencies is a big problem in the sense that it complicates transactions and creates economic disparities and then hinders integration. The porous border, I don't need to delve because of the security issues. Later on, I think in one of the sessions, we also talk about the issue of free movement and then the security, because when I was at ECOWAS, it became a center of discussion that at what stage can the issue of Boko Haram, the issue of Ebola, the issue of pandemic be an hindrance. And it tended to be, during those periods, some individuals were not allowed to enter certain countries because of the, to control as well. I've mentioned the political instability. Political instability and conflicts in some member can disrupt traveling. For example, right now, despite the fact free movement, because some member states are out of ECOWAS now, but ECOWAS has not implemented total ban on them. In fact, this coming summit, coming next week, the 3 member states are still invited so that at least they be part of the system. Then, having said that, the issue of corruption cannot be overemphasized. Then when we look at it, the first stage has actually been implemented. The second stage is the issue of establishment as well, and then the issue of work permit. How is this inconsistent? You realize that because of the non-harmonization of the laws, there are still some member states that give some problem to the candidates of other countries that want to come. So in essence, there are limited political will at times. When I look at it, when you want to compare it, we realize that the ECOWAS protocol on free movement, ECOWAS has a more developed protocol on free movement of persons, including the provision of right and entry, residence and establishment, although implementation lacks in some member states. And not only that, when you look at ECOWAS interventionist policies, it's always there, because to have a sustainability, you could see that the passport, when they were even starting it, the earlier passport that we used to use, just like other countries, is the one that is like perforated one. But later on, it became biometric, that is now used for international. And then the sustainability is also being seen now. We have what we call ECO now. We are trying to do something like Shanghai visa, so that people from outside, when they come into the country, if they are visiting Ghana, they can as well cross it. So that has got to a very big level, yes. Meanwhile, it appears that the intra-regional migration in ECOWAS is particularly bent towards the protocols and mechanism in place. The mechanism has helped greatly,
And then when you look at it, as rightly pointed out, because I don't want to talk much, the next session will talk more on most of these things, and I don't want to make a repetition. You now realize that the ECOWAS visa policies are generally considered more flexible compared to like the SEDAC or EAC, where even in the case of SEDAC, where you can move, some countries don't have a reciprocal and you have to take visa. But in all ECOWAS member states, they are totally free to move from one level to the other. So it has also helped regional integration per se. But one area where there seems to be a problem, which possibly the next session will talk. Yes, in many ways, the entrepreneurs and businessmen appear to benefit more from the policies in ECOWAS, because the entrepreneur visa often offer a pathway to permanent residency. And this one always being given to those with business. But for those of us in the region, is a total one, is free, so that they allow them the 90 days, and after the 90 days, they can convert to anyone. Also, the skilled workers visas is also applicable in the member state as well. The visa policies, just like any other developed countries, prioritize skilled workers and often require a high level of education and experience, whereby the low-skilled one, at times, they were denied. And this creates a situation where the skilled workers have a greater chance of accessing the visas, while the skilled workers and low-skilled workers, they are differently treated. And some of the challenges I've mentioned earlier, the issue of bureaucracy, hurdles, and lack of transparency, obtaining some of the work permits, especially when you bring a foreigner to work with you. Then the human rights concern has also been there. The migrants may encounter discrimination and exploitation in the labor markets. Then the resource constraint and weak institutional capabilities as well. The inefficiency in the processing of the applications at times have been a problem. I also have here the exploitation and abuse, which we have seen, the issue of discrimination at times, but the only good thing is the issue of xenophobia, just like inside that country, has not got itself entrenched here. The language barrier I've mentioned, the economic impact, the entrepreneur and investors often contribute significantly to the economy by creating jobs. Then the flexibility, and then when you look at some of the areas where ECOWAS can improve upon, I think, let me just go because of time. I've spent 8 minutes now. I'm still having 12. So when you look at it, you realize that there are areas that ECOWAS needs to improve upon, especially the second aspect of the implementation is still a problem there. Here you tend to realize that the treaty, which aims at strengthening the sub-regional economic integration through the free movement of goods and services, has not been fully implemented, given the fact that there are still some constraints, which I know during the question time it will come. But the 1990 supplementary protocol on the implementation of the third phase, the right of establishment, defines the right of establishment, emphasizing non-discrimination and treatment of nationals of member states and companies of their member states to be given a sort of exigency. When you also look at the summary of the main expulsion provision in the protocol, there's an expulsion provision in the protocol saying that people who have a criminal offense, communicable diseases might not be allowed. But what they also inform us there is that the government of those citizens needs to be informed. That's another area, whether they are usually informed. And there's also been problems again with Ghana settling in in Gambia. I remember when I was at ECOWAS by 2006, we had to settle one issue between the two heads of state then on the 46 Ghanaian that were killed then. Likewise, in some other countries, these are other things that happen with people in those
countries that ECOWAS needs to look into, which they have been looking into. It indicates, when you look at Chapter 4, Article 2, it indicates that a decision expel any citizen of the community from the territory of a member state shall be notified to the citizen concerned as well as the government of the state, which is a citizen, and the executive secretary of the ECOWAS or president shall incur the expulsion of the citizen. That is, they will have to pay for that. But I don't know whether those still uphold now. But the director of Free Movement, I had a discussion with him, and he says some of them are still in the pipeline. The first phase, the free movement of persons, dealing with abolition of visas and entry permit, has already been fulfilled. It's already been implemented. And this provision continues to provide broad scope to the member state to underscore the purpose of protocol. Also, however, since not all people move in their private vehicle, for the commercial one, some of the people have to travel in the commercial vehicles. And the commercial vehicles are also allowed to stay 15 days, barred from if they get all their papers right. The second phase, which I've said, the rights of residents largely set out in supplementary protocol adopted in 1985, was to begin the same year. But the Lome summit of that year in 1985 postponed, they delayed it for 1 year, and it became enforceable. It became enforced in 1986. And that's what they call the ECOWAS Supplementary Protocol on Free Movement of 1986. And this one gives the right of resident and oblige member states to grant this right to migrant workers complying with the rules and regulations governing their residence, provided they have obtained the necessary papers, and it is granted them on equal treatment with nationals in member state of ECOWAS. So ECOWAS free movement of both that 1979 as well as that of 86 have been. The third phase, which is the final 5-year period, which was given a focus on the facilitation of business through the right of community citizens to establish enterprises and then to have access to carry out business. But we tend to see, when discussion comes, that in Ghana, some Nigerians, this open something, we had to intervene then, that was 20, and then you could even see Nigeria, which is 1983, 1985, Ghana must go. So these kind of issues at times make us to have one kind of feeling, but I don't want to go into that, but people will talk about during discussion. However, this right has not yet been meaningfully implemented in the sub-region. It has been very slow and lacked the political will. In fact, just like those of us that have been overseas, when there are economic problems, just like also in West Africa, when there is small economic problem, they always say it's because of non-migrants or non-member state people or people from non-nationals as well. So it appears that the third phase has fallen short of citizens' expectation in the economic performance. Yes. However, in what areas can we improve on? I have already told you some of the areas that we have the problems, and I will go straight into some of my conclusions now. When looking at this, there has been some meetings that have been held. You all realize that the ECOWAS Vision 2020, it has its own problem, which has 5 pillars on the issue of peace and security, but with the ECOWAS Vision 2050, which came into force now, it must be fully internationally implemented or intentionally implemented. It outlines a sort of roadmap for West Africa future, focusing on peace integrated. That is to say, everybody within the geographical zone of West Africa, you must be able to fulfill your obligation of being a citizen, and at the same time, once you have your potential, you must be in a way to develop it and then deploy it. That is to say, there should not be any hindrances. But however, we tend to see that with the economic situation as well, it seems to
be a problem. However, the Vision 2020 emphatically stressed that it focused on a peaceful, integrated, and prosperous region where borders don't limit opportunities. The vision is anchored on the 5 core pillars: peace, security, and stability on the one hand, governance and the rule of law on the second hand, economic integration and interconnectedness. That's why, again, our founding fathers, during the time of President Wade of here, Obasanjo, and others, don't let me go into it. I knew they started this corridor, Abidjan, Lagos corridor. They also started on the issue of APRM. They started on the that other. Doctor, you have 1 minute. Other things. But what we tend to see is that whether they follow it or not, is another thing. But nevertheless, with the Vision 2050 is a shift from the ECOWAS of state to ECOWAS of people, recognizing the importance of individual well-being and development. The vision also seeks to transform Africa into a region where citizens have the freedom to move, trade, and invest across borders, contributing to economic growth and social progress. Thank you. Merci beaucoup. Merci, docteur, de nous avoir vraiment fait voyager dans tous les traités que la CEDEAO s'est donné pour faire de la libre circulation une réalité. Vous avez parlé de la question des visas, de la question du droit de résidence et du droit d'établissement. Et tous ces aspects, vous les avez examinés. Vous n'avez pas parlé de la carte d'identité biométrique qui est la dernière des trouvailles et qui permet de régler toutes ces questions de libre circulation, mais c'est bien que vous ayez terminé sur la vision 2050 qui veut faire de la CEDEAO le flambeau de l'Afrique et permettre aux communautés de vivre en paix et de continuer à commercer entre eux. Alors, ça c'est le point de vue de l'universitaire, c'est aussi en partie le point de vue du fonctionnaire. Avant de venir à la société civile, je vais aller vers le diplomate, Babacar Carlos Mbaye. Il a été conseiller diplomatique du président de la République du Sénégal. Il a été conseiller diplomatique du président de la commission de la CEDEAO et il a été le représentant de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pendant plus de 3 ans. Donc, c'est quelqu'un qui, non seulement sur les questions diplomatiques, je ne dirais pas il est incollable, mais c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance des dossiers. Et Babacar, peut-être en commençant ton intervention, ce serait bon d'avoir le vu du diplomate que tu as été pour bien comprendre comment on est passé du Ghana must go à une situation où maintenant on n'a même plus besoin de carte de séjour dans un pays de la CEDEAO, on n'a pas besoin de se faire inscrire nulle part, on n'a pas besoin de payer n'importe quelle somme pour rester dans un État membre de la CEDEAO. Cela veut dire que des progrès ont été accomplis, mais qu'est-ce qui explique fondamentalement ces progrès-là? Merci beaucoup, Ibrahim. Merci beaucoup à Alioune et à Africa Jom Center de m'avoir invité, d'avoir pris cette initiative et de m'avoir invité pour m'y associer. Je dois dire que c'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole, parce que quand même ça fait quelques 4 ans que je suis éloigné des affaires. Je suis quelqu'un qui est à la retraite, qui est donc en retrait par rapport au traitement des affaires dont nous parlons. Donc je vais parler avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a des personnes qui savent mieux que moi comment les choses sont aujourd'hui. Je dois dire également que
je vais parler beaucoup, je suis ému. Parce que la question dont nous parlons aujourd'hui est l'une des toutes premières dans lesquelles, dans le traitement, j'ai été un jeune diplomate en fin 77, début 78, quand on a commencé à parler de libre circulation des personnes et des biens. Et j'ai eu l'honneur redoutable à l'époque d'être celui qui devait introduire au niveau des experts le projet d'instrument juridique à adopter sur la question. Tout ça, c'est bien loin. Je dois dire également que mon émotion tient au fait aussi que le contexte a changé, parce qu'à l'époque, les barrières étaient encore là entre États membres, entre États de notre sous-région. Barrières linguistiques, j'allais dire barrières idéologiques, méfiance les uns à l'égard des autres, les modérés, et autres. Et souvent, lors des réunions, les participants se regardaient en chien de faïence. Mais ça, c'est peut-être moins important parce que c'est le lot des agents de l'État, des services de l'État, d'être dans des situations inconfortables. Ce que je retiens surtout, ce que je veux qu'on retienne, et en disant cela, je pense aux jeunes, ceux qui ont la lourde responsabilité de faire en sorte que la CEDEAO reste, qu'elle ne périsse pas. Donc je m'adresse à eux pour leur dire que à l'époque, ce n'était pas évident. Et le contexte était marqué par les expulsions de ressortissants d'États membres de la CEDEAO, d'autres pays membres de la CEDEAO. Il y a à Lagos, à Abuja, les gros sacs des bonnes dames, des commerçants, qu'on appelle Ghana Must Go. Parce qu'à l'époque, c'est avec ces sacs-là que les Ghanéens ou autres là étaient obligés de faire vite pour mettre leurs bagages. Donc le lot commun, la norme était l'expulsion. Aujourd'hui, personne ne pense plus à ça. Et il faut également noter le fait que, quand même, vont nous enorgueillir dans la région d'avoir quand même une citoyenneté de la communauté. Il y a un protocole qui a été adopté, je crois en 1982, qui porte code de la citoyenneté de la CEDEAO. Donc, voilà. Donc je vais faire des redites parce que, en fait, mon frère Kazishimo, bien que je sois plus âgé que lui d'une dizaine d'années, parce que nous sommes nés le même jour, il a dit tout, Rémi, par rapport à ce qui devait être dit. Mais je vais dire des choses pour que les jeunes perçoivent le tableau et peut-être fixent cela et puissent voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour la suite. Je veux surtout que l'espoir que j'ai, que quand même malgré les difficultés, on peut encore avancer, donc je veux communiquer cet espoir-là. Alors, donc il y avait une méfiance à l'époque. Alors, ayant dit cela, il est bon de noter que l'article 2, paragraphe 2D du traité constitutif de la CEDEAO, c'est cet article-là qui demande aux États membres de réaliser par étapes l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Premier élément donc, article 2. L'article 27 du traité va plus loin en disant que en conférant le statut de citoyen de la communauté aux citoyens des États membres et demande aux États membres d'abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence, de dispenser les citoyens
en question des formalités de visa et de carte de séjour et de leur permettre d'occuper un emploi et d'entreprendre des activités dans leur territoire. Donc, ça c'est l'article, le traité constitutif qui le dit. Et le protocole, et je vais préciser, en fait, la méfiance était telle qu'à l'époque, et le contexte était tellement difficile que pour avancer, parce que certains pays pensaient, disons les choses telles qu'elles sont, beaucoup de pays anglophones pensaient que les francophones étaient laxistes en matière d'octroi de la nationalité. Et que donc, ouvrir la porte, ce serait permettre à des personnes extérieures à la région de bénéficier de la citoyenneté et de bénéficier des avantages. Donc, il a fallu se mettre en confiance. Et pour ce faire, on a constitué des équipes qui ont été dans les différents pays, collecter des informations sur les codes de la nationalité pour montrer qu'il n'y avait pas de laxisme dans les dispositions qui régissent l'octroi de la nationalité des gens en question. Moi, j'ai eu l'honneur d'aller en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Côte d'Ivoire, collecter des informations pour indiquer qu'il n'y avait pas de disposition laxiste qui ouvrait la porte à des abus. Un expert capverdien a fait la même chose dans certains pays et un autre du Dahomey a fait la même chose. Donc, alors le protocole a été adopté le 29 mai 1979 et il organise les dispositions qui ont été citées au niveau de l'article 2 et l'article 27 du traité constitutif. Alors, ensuite, il y a eu, le 29 mai 1982, l'adoption d'un protocole qui porte code de la citoyenneté de la CEDEAO, qui également vise à la mise en œuvre des dispositions contenues dans le traité et le protocole. Allant dans le même sens, le protocole révisé du 24 juillet 1993 se fait plus explicite à son article 3, paragraphe 2, qui dit, qui présente la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu'au droit de résidence et d'établissement, comme une action par laquelle la communauté réalisera les buts et objectifs qui lui sont assignés. Donc, la libre circulation est présentée comme, en fait, un instrument pour faire en sorte que la CEDEAO soit ce qu'elle doit être. Alors, ces formulations suffisent à montrer la grande importance qui est accordée à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans l'entreprise d'intégration. Mais il y a mieux que cela, car aux principes et objectifs clairement dédiés à cette ambition, les États membres ont décidé au plus haut niveau d'ajouter des jalons destinés à leur permettre de passer des proclamations aux actes. On a de bonnes dispositions, mais il faut aller au-delà des dispositions. Il faut être en mesure de poser des actes. Il y a également, et moi je fais le lien, il y a également des dispositions prises pour assurer la sécurité des populations et qui ainsi contribuent à l'effectivité de la libre circulation. Parce que si vous n'avez pas une région en sécurité, les personnes ne vont pas circuler. Vous avez beau leur donner le droit, s'il n'y a pas la sécurité, elles ne pourront pas circuler. Donc l'importance de travailler à ce qu'il y ait une région où il y a la sécurité. Donc c'est pourquoi je vais aborder deux points. Donc la pose des jalons pour rendre effective la libre circulation des personnes, et également un autre élément, peut-être je dirais deux ou trois choses concernant la sécurité. Alors, les mesures, je vais citer des mesures qui font partie de celles qui traduisent clairement la volonté de rendre effective la libre circulation des personnes et des biens. Il y a la constitution d'un groupe restreint dit Task Force pour l'élimination des obstacles à la libre circulation. Et ce groupe-là, maintenant je ne sais pas, il faut qu'on trouve une formule, parce que ce groupe, au niveau présidentiel,
était dirigé par le président du Faso, qui avait la mission de s'informer pour voir, malgré les dispositions qui ont été prises, malgré ce qui a été proclamé, est-ce qu'on applique le protocole. Donc le souci là est là. Donc le dispositif est là, les instruments juridiques sont là, mais est-ce qu'ils sont effectivement appliqués? Il y a également le fait que des postes de contrôle juxtaposés ont été construits au niveau des frontières pour que les gens effectivement circulent librement. Il y a également, Rémi en a parlé, la création d'un mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-État de personnes et de biens. Alors ça également, c'est un élément qui vise à rendre effective la libre circulation. Il y a l'adoption d'une carte d'identité biométrique unique dont la possession suffit à tout citoyen d'un État membre pour voyager à travers l'espace, à s'établir dans tout État membre, donc à jouir pleinement de son statut de citoyen de la communauté. C'est ça la vocation de la carte d'identité biométrique, qui a été bien conçue, qui contient tous les éléments qui renseignent sur le porteur. Donc qui est de nature à tranquilliser ceux qui s'occupent de sécurité. Il y a également la carte brune qui permet également de mettre en confiance ceux qui voyagent par la route, par véhicule. Alors, il y a également, c'est important, parce que ça participe de rendre effective la libre circulation, c'est le lancement du projet d'autoroute Dakar, Abidjan, Lagos, avec maintenant un tronçon maritime pour aller à Dakar. Si on a ça, quand même, c'est quelque chose qui est de nature à faciliter, à rendre effectif l'application, le principe de libre circulation. Il y a également la réalisation de la boucle ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest, Niamey-Kaya, Niamey-Cotonou, et interconnexion de la ligne Ouagadougou-Bamako. Également, c'est pour permettre de voyager sans problème, par la route et par le chemin de fer, y compris les pays de l'Interland, les pays enclavés. Cette boucle ferroviaire-là visait à les désenclaver. Et également, il y a le schéma de libéralisation des échanges et la création d'un groupe restreint de task force au niveau présidentiel. Là également, c'est de nature à permettre le développement du commerce intra-régional. Ensuite, on n'en parle pas assez, mais également, il y a la prise en compte au niveau de la région de l'éradication du phénomène d'apatridie. Il y a des personnes, c'est un phénomène douloureux qui est là, qui souffre beaucoup de personnes, et qui est là, qui est silencieux. Et la CEDEAO a décidé de prendre le phénomène à bras le corps et de l'éradiquer pour que ces personnes-là également ne soient pas confinées dans leur espace, qu'elles puissent avoir la possibilité de voyager dans l'espace CEDEAO. Il y a également, je crois, la création d'une plateforme de dialogue sur l'immigration pour l'Afrique de l'Ouest. Ça également, ça participe des efforts pour rendre effective la libre circulation des personnes et des biens. Et je cite un élément qui peut paraître anodin, mais également la collaboration que la CEDEAO a établie avec la Confédération syndicale des conducteurs routiers pour pouvoir faire remonter les difficultés que ces conducteurs rencontrent et pour voir avec eux comment régler ces problèmes qui sont sur la route. Parce que rien ne sert d'avoir tout ça et que les gens ont des difficultés sur la route. Il y a donc un système de consultation, de bonne relation qui existe entre la CEDEAO, en tout cas, moi, quand j'ai quitté, ça existait, entre la CEDEAO et la Confédération des conducteurs routiers. Alors, la mise en œuvre de ces mesures a déjà fait de l'espace CEDEAO
la région au sein de laquelle les citoyens des pays qui en sont membres circulent le plus librement, même s'il y a encore des améliorations à faire pour éliminer les entraves qui existent encore du fait du comportement d'agents véreux ou insuffisamment informés. Dans le même ordre d'idée, il y a d'autres mesures dont la mise en œuvre effective ne peut manquer d'améliorer encore la circulation des personnes et des biens dans la région et de renforcer ainsi le statut de communauté économique régionale exemplaire de la CEDEAO. Il s'agit, je vais en donner quelques exemples, c'est des mesures qui participent au renforcement de la sécurité à travers l'adoption d'une convention sur la circulation des armes légères et de petit calibre. Il y a le soutien au mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest. Tout ça permet de rendre la sécurité meilleure en Afrique, dans la région. Il y a également le lancement d'un plan d'action régional pour éradiquer le terrorisme. Parce que le terrorisme également est un handicap à la libre circulation des personnes et des biens. Il y a ensuite quelque chose qui distingue davantage la CEDEAO, c'est la mise en place d'un système d'alerte précoce qui permet, ce système, sa mise en œuvre contribue à améliorer la sécurité dans la région. Ce système-là, qui permet de faire des alertes et qui fait des suggestions pour les réponses à apporter aux alertes, s'il est appliqué, rendra notre région encore plus sûre. La pertinence de ce choix est encore plus évidente dans le contexte actuel marqué par la persistance du défi sécuritaire à travers la commission d'actes terroristes. Il en est de même des efforts déployés pour amoindrir, il y a des efforts qui sont déployés, on ne le dit pas assez, pour amoindrir les risques de survenue de crises pré- ou post-électorales grâce à l'adoption du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO. Vous avez vu, pour moi, rendre effective la libre circulation, ça ne s'arrête pas à adopter des dispositions en la matière, à mettre en place des mécanismes. Il faut également faire en sorte que les risques d'insécurité surviennent. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut également prendre en compte ce qui est fait dans ce domaine-là. De tout cela, il ressort que l'objectif d'assurer la libre circulation des personnes et des biens est bien pris en charge par les dirigeants de la CEDEAO à travers l'adoption d'instruments juridiques appropriés et de mesures ayant abouti à la mise en place des mécanismes et de programmes. Mais pour autant, on ne peut pas dire que le principe est appliqué de façon satisfaisante. Le principe est posé, des dispositions ont été prises pour le rendre effectif, mais pour autant, l'application n'est pas satisfaisante. En effet, il y a encore beaucoup de progrès à faire. À ce propos, les dysfonctionnements et manquements notés ont principalement les causes ci-après. Alors, il y a, à mon avis, une insuffisante appropriation des dispositions et mesures par les bénéficiaires, ce qui est dû largement à la méconnaissance du contenu de ces dispositions et parfois même on ne sait pas que ça existe. Les populations ne sont pas toujours informées. Et les citoyens qui sont informés ne connaissent pas le détail de ces dispositions-là. Donc il y a une insuffisante appropriation. Il y a également une absence de conscience professionnelle et d'intégrité des agents chargés de la mise en œuvre des dispositions et mesures, souvent aggravées par une méconnaissance de celles-ci, des dispositions. Il y a en outre une absence de sanctions appropriées en cas de manquement dans l'application des dispositions et mesures. On ne sanctionne pas. On voit qu'un agent a fauté, on ne le sanctionne pas. Alors, enfin, une évaluation périodique de la mise en œuvre des dispositions et mesures est un indispensable moyen de relever les dysfonctionnements et manquements et d'y remédier. Il faut évaluer. On a des instruments juridiques, on a des mécanismes. Il faut évaluer leur
leur application, leur mise en œuvre. On a tendance à insister dans nos organisations sur l'audit interne. L'audit interne, c'est important pour voir les comptes et autres, mais il faut également l'efficacité de notre action dépend de la manière dont sont mis en œuvre les textes que nous avons. Et là, c'est l'évaluation qui permet de le faire. Donc, il faut espérer donc que l'amère constat fait par le président de la commission au poste de contrôle juxtaposé Sémé Craqué, il s'est rendu il n'y a pas longtemps, l'incitera à voir comment aller dans ce sens, c'est-à-dire évaluer dans quelle mesure ce principe-là qui a été adopté, les mécanismes qui ont été mis en place, comment tout cela a été appliqué pour pouvoir apporter les correctifs et surtout pour améliorer le tout de manière à ce que notre organisation, notre région réponde réellement à sa réputation d'être la région où on circule le plus facilement. Merci beaucoup. Merci. Merci Babacar et surtout en voyant un tout petit peu vos recommandations, même si le langage diplomatique y est encore, mais c'est quand même des points importants que vous avez soulignés. L'insuffisante appropriation par les citoyens des traités. Je peux quand même dire que la première plainte qui a été portée devant la Cour de justice de la CEDEAO, c'était une plainte d'un citoyen nigérian contre son propre pays à propos, c'était un commerçant qui se plaignait de la manière dont il avait été traité au niveau des postes frontières. Mais il est vrai que quand on prend la jurisprudence générale de la Cour, il y a peu d'affaires qui concernent les questions de libre circulation de personnes et de biens. Ça, c'est quand même une importance. La question de l'absence de conscience professionnelle des agents, ça, je pense que c'est une maladie qui est partagée dans tous les pays de la région. L'absence de sanctions appropriées, je pense qu'à ce niveau-là, il y a ce que disent les lois, ce que disent les textes et comment nos États, avec les systèmes judiciaires qu'ils ont, traitent les dossiers aussi. Parce que dans certains pays, les sanctions sont sévères et peuvent même conduire au licenciement des agents, mais dans d'autres, il n'y a rien qui a été fait. Dernier point important que vous avez souligné, et c'est ça qui peut permettre de faire des progrès, c'est l'évaluation régulière. Sans évaluation, on ne peut pas avancer, on ne peut aller nulle part. Et pourtant, la CEDEAO, en moins de 50 ans, a fait quand même énormément de progrès. Pour ne prendre que la question du passeport, de la carte d'identité biométrique, elle devait être généralisée depuis longtemps, mais au moment où je vous parle, avec le départ des, comment dirais-je encore, des États du Sahel, on est à 5 États qui ont adopté la carte biométrique, alors que elle devait être généralisée depuis très longtemps pour éviter aux citoyens les affres justement de tous ces, enfin je n'ose pas dire braquage, mais tous ces actes-là que les services de sécurité. Alors, Khaïta, tu as quand même une tâche importante ici. On a entendu l'universitaire, on a entendu le diplomate avec les... Mais vous qui travaillez vraiment très étroitement avec les populations, bon, vous êtes femme, je pense surtout aux femmes qui pratiquement contrôlent le commerce intracommunautaire. Je pense aux jeunes qui le plus circulent dans la région. J'oubliais au début de vous parler des statistiques. Sur 100 citoyens de la CEDEAO qui circulent, 90 circulent dans la CEDEAO. C'est la région où on circule le plus à l'intérieur d'une autre région en Afrique. Et 90% des gens qui circulent sont des gens qui ont, je dis 65% des gens qui circulent ont moins de 35 ans. Donc c'est vous dire que les jeunes, les femmes ont un rôle important à jouer dans cette libre circulation. Qu'est-ce que... Donc je vais vous donner mon micro. Quelle est votre observation, quelle est votre
évaluation de ces, depuis 1979 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la libre circulation, surtout en tenant compte des femmes, des jeunes dont je vous ai parlé? Merci beaucoup, Ibrahima. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous me permettrez d'abord de dire combien je suis honorée de partager ce panel avec d'éminentes personnalités, mais également remercier Ibrahima, qui est un mentor et également un grand frère. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il ne s'est pas présenté, il est très modeste. Ibrahima est une source intarissable d'informations quand il s'agit des institutions sous-régionales et régionales avec qui il a beaucoup travaillé et a été le point focal de beaucoup d'organisations internationales. En tout cas, quand j'étais à Open Society, Ibrahima nous a beaucoup aidés. Il a beaucoup travaillé sur le plaidoyer également avec ces institutions-là. Sur une autre casquette également, nous qui sommes dans le mouvement féministe, Ibrahima est un soutien majeur, non seulement en termes de conseils, mais également en termes d'information, de littérature, pour un peu avoir des évidences pour nos combats. Donc merci pour tout ce que tu fais dans l'ombre. J'aimerais également remercier Afrikadium et à sa tête Alioune Tine pour avoir créé en tout cas cet espace de réflexion sur la nouvelle CEDEAO que nous voulons construire. Une CEDEAO profondément réformée où les jeunes occupent une place prépondérante. Et c'est là où je vais dire le constat, en tout cas de ces 2 derniers jours, à part le panel sur le numérique, on n'a pas vu beaucoup de jeunes. Et je crois que si nous parlons de la CEDEAO des 50 prochaines années, il est important que nous écoutions les jeunes qui soient dans les panels également pour nous dire leurs aspirations. Parce que si nous regardons les dynamiques dans la région et les critiques envers la CEDEAO, ces critiques viennent pour la plupart des jeunes qui ne sont pas contents et c'est eux-mêmes qui soutiennent des coups d'État et les États du Sahel parce qu'ils croient qu'ils portent un discours nouveau. Donc c'est vraiment important que nous puissions écouter les jeunes dans le cadre des discussions comme ça pour qu'ils puissent également nous dire leurs aspirations d'une CEDEAO nouvelle parce que les 50 prochaines années, beaucoup d'entre nous ne seront pas là et c'est la réalité. Alors je crois que la CEDEAO que nous voulons construire, Ibrahima, ce sera une CEDEAO qui est ancrée dans une approche décoloniale, mais également une CEDEAO qui a une approche basée sur les droits, mais également sur les principes féministes. Les principes féministes de liberté, d'empathie, d'égalité, mais également de safeguarding, et vraiment j'en passe. Donc, tu me permettras également de dire que j'ai pris le parti de focaliser mon intervention sur la situation des femmes dans les contextes migratoires en Afrique de l'Ouest, et en Afrique particulièrement au niveau de la CEDEAO. J'ai écouté les autres panélistes et en aucun moment j'ai entendu, et on sait que dans les processus migratoires, les femmes en tout cas sont très vulnérables et je crois qu'il est important de mettre le curseur sur ça. Alors je ne vais pas revenir sur les principes fondateur de la libre circulation des personnes et des biens. Je crois que mes devanciers en ont parlé. Le droit d'entrée sans visa, le droit de résidence, mais également le droit de travail. Je crois qu'ils en ont parlé assez largement. Peut-être juste relever quelques acquis en termes d'intégration régionale. Je crois que le fait qu'on ait la carte d'identité biométrique CEDEAO, qui, comme vous l'avez dit, n'est effective que dans 5 pays en Afrique, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, la Gambie et la Sierra Leone. Dans d'autres pays, cette carte d'identité est en cours. Je crois que ça réduit beaucoup d'obstacles au niveau administratif. Quand on est détenteur de cette carte,
on a la possibilité non seulement d'habiter dans le pays qu'on veut, mais également d'y travailler sans un permis de travail ou un permis de séjour. Je crois que c'est vraiment une avancée majeure et ça donne toute sa splendeur à la notion de citoyen communautaire, parce qu'on sent qu'on fait partie d'une communauté, qu'on peut quitter le Niger, venir au travail et au Sénégal et y travailler. Donc je crois que c'est vraiment un acquis majeur qu'il faut relever. Prof en a parlé également, le fait d'obtenir la carte brune d'assurance, je crois aussi, facilite les déplacements au sein de l'espace CEDEAO. Maintenant, quand j'achète mon assurance au Sénégal, je mets systématiquement une assurance CEDEAO sans frais supplémentaires et ça me permet de circuler surtout vers la Gambie où je vais très souvent. Et vraiment, je crois que dans tout l'espace CEDEAO, avec la carte d'assurance brune, on a la possibilité de circuler. L'autre élément, je crois qu'il en a parlé également, c'est vraiment les corridors qui existent, surtout les corridors routiers régionaux. Même si le Mali ne fait plus partie de la CEDEAO, je crois que la ligne Dakar-Bamako est très très prisée et beaucoup de choses se font sur cette ligne-là. Nous avons également la ligne Abidjan-Lagos et nous avons, je crois, les infrastructures qui permettent en tout cas le flux des personnes et des biens entre pays. J'en ai parlé un peu plus tôt aussi. Le principe même de la citoyenneté communautaire, je crois, est un levier de reconnaissance mutuelle et vraiment de responsabilisation internationale. Le fait de sentir qu'on appartient à un espace et qu'on a la possibilité de se mouvoir là dans cet espace, je crois que c'est un sentiment assez fort. Alors, en termes de défis, je crois qu'il y a beaucoup de défis dans la mise en œuvre. Je crois que le retrait déjà des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, je crois qu'il y a une perte stratégique à ce niveau-là et même au niveau géopolitique pour l'espace de la CEDEAO, parce que vraiment c'était des acteurs majeurs dans cet espace-là et le fait de ne plus les avoir pose des problèmes stratégiques et géopolitiques, surtout dans un contexte sécuritaire qui est assez délétère. Il y a aussi les inégalités d'application, les autres en ont parlé. Comme nous sommes à différentes étapes de mise en œuvre de tout ce qui est disponible comme arsenal, tous les citoyens ne bénéficient pas des mêmes droits selon les États. Je crois qu'il y a lieu d'harmoniser également à ce niveau. L'autre point, c'est aussi les barrières tarifaires. Aussi au niveau de l'espace CEDEAO et je crois qu'avec la ZLECAf sur laquelle on a eu aussi une discussion hier, je crois qu'il y a des opportunités également à saisir. Il y a aussi, on en a parlé, le contrôle abusif, surtout au niveau des frontières et la question de la corruption également, surtout pour les citoyens qui voyagent par la route, qui sont peut-être des citoyens qui ne sont peut-être pas comme nous, qui ont la possibilité de prendre des avions et de voyager où il y a moins de tracasseries. Mais quand on voyage par la route, on se rend compte, il suffit de faire Dakar, Banjul, Sénégal, Gambie, pour se rendre compte de ces tracasseries-là administratives. Il y a aussi les disparités d'accès à la carte biométrique. Comme je l'ai dit, pas tout le monde a accès à cette carte-là. Et ça accentue la fracture sociale et limite en tout cas la mobilité des personnes. Alors, en termes de défis de mise en œuvre également, je crois qu'il est important de souligner une déficience dans la gouvernance régionale. Il n'y a pas de mécanisme contraignant, il y a une faible capacité de des États membres qui violent les protocoles. Fatou Diagne en a parlé ce matin, sans qu'il y ait des sanctions. Les décisions sont également prises sans transparence ni sans participation citoyenne. Je crois que c'est hier qu'on parlait de la superpuissance de la conférence des chefs d'État, qui est un des défis majeurs, en tout cas, et un des handicaps de la CEDEAO. Il y a aussi une leadership, je trouve, qui est tournée vers une survie politique nationale. On parle souvent de syndicats des chefs d'État qui ne sont là pour leurs propres intérêts et pas pour les intérêts, en tout cas, de la communauté. Il y a aussi la dépendance extérieure, surtout
la plupart de nos projets d'intégration sont financés par les bailleurs internationaux. Donc je crois que la mobilisation des ressources domestiques devient un impératif, en tout cas, si nous voulons avoir le contrôle sur nos économies. Alors, on parle souvent de l'influence de la France, mais moi je veux vraiment relativiser cela parce que je crois qu'il faut plus qu'on parle du leadership en Afrique. Je crois que l'Afrique présentement est en manque de leadership. Je crois qu'on est loin des années Wade et Mbeki. On en a parlé, on avait le plan, le NEPAD, avec une vision très claire de là où on veut aller. Vraiment, on est nostalgique de ces années-là. Il me semble que maintenant, vraiment, il y a un leadership criard sur le continent. Et le Nigeria, qui a longtemps, en tout cas, porté ce leadership-là, a des difficultés internes liées à l'extrémisme violent au sein de son territoire également. Quelqu'un le disait ce matin, je crois que c'est Aluntine qui disait la force de ECOMOG qui a permis de régler la crise dans ce qu'on appelle les pays de la rivière Mano, Sierra Leone, Libéria, Guinée et par extension la Côte d'Ivoire qui ont connu des crises également à la fin, au milieu des années 90. Alors, en termes je voulais aussi parler, je ne sais pas combien de temps j'ai, Ibrahima, à 5 minutes. J'ai le temps de faire un petit crochet sur la ZLECAf, dont on a également parlé hier, qui, si elle fonctionne bien, peut augmenter le commerce africain à 52% d'ici 2035. Ce sont les chiffres de la CNUCED. Et on l'a dit hier aussi, Madame Aminata Touré l'a rappelé, le marché ouest-africain est un marché de 400 millions d'habitants. Donc il y a un potentiel économique énorme. Le secteur privé également en Afrique génère 80% des emplois en Afrique de l'Ouest, mais elle est peu associée aux décisions communautaires. Toutes les discussions qu'on a eues hier, même sur la question de la ZLECAf et d'autres questions qui concernent les chefs d'entreprise, on n'a pas vu les chefs d'entreprise à ce débat-là. Et je crois qu'il est important de ce point de vue-là qu'on puisse aussi impliquer ceux qui donnent de l'emploi plutôt que les universitaires. Je n'ai rien contre les universitaires, hein, mais je crois que c'est important d'impliquer les gens qui font la pratique tous les jours pour pouvoir relever ces défis-là. Il y a aussi les PME et les femmes entrepreneurs qui sont très dynamiques. Nous le savons dans notre région. Les femmes qui sont dans le secteur informel portent cette économie-là. Elles sont les piliers de cette économie-là. Mais elles ont peu de soutien, et alors que, comme je l'ai dit, elles sont les piliers de l'économie. Alors, les promesses de la libre circulation Alors, il y a des obstacles persistants dans ce domaine-là. 60% des commerçants signalent des extorsions aux frontières, et ça, ce sont les chiffres de Indacacid. Il y a aussi, en termes de mobilité des étudiants, si on regarde bien, il y a beaucoup d'étudiants, surtout avec l'émergence des écoles de commerce au Sénégal. Il y a beaucoup d'étudiants de l'Afrique, mais aussi de la sous-région qui viennent étudier au Sénégal. Je crois qu'on n'a pas assez étudié, en tout cas, l'apport de ces étudiants-là dans le produit intérieur brut, mais également, qu'est-ce que ces étudiants-là deviennent. Beaucoup, surtout en Afrique de l'Ouest, restent après pour travailler ici, parce que le contexte de la CEDEAO le permet de travailler ici et vraiment de fonder même des familles ici aussi. Par contre, les diplômes ne sont pas reconnus d'un pays à l'autre, et ça, c'est un problème. Et c'est pourquoi les écoles de commerce comme ISM ou IAM ont ouvert des campus au Mali et dans d'autres pays. Donc, je crois que dans l'esprit de la fédération, il serait aussi intéressant pour aider les jeunes également qu'on puisse avoir une reconnaissance des diplômes à l'échelle de la CEDEAO. Alors, je viens aux femmes maintenant, parce que je disais que j'ai fait le parti pris de parler d'elles, parce qu'elles rencontrent beaucoup de difficultés, même si 70% du commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest est tenu par les femmes, 70%.
mais les infrastructures sont inadaptées pour elles. Il y a l'absence par exemple, de sanitaire qui est adapté aux besoins des femmes commerçantes. Quand elles ont les menstrues, peut-être qu'elles ne travaillent pas, donc on ne prend pas en compte ces aspects-là dans le déplacement de ces femmes. Il y a également les défis sécuritaires, bien entendu, les questions d'harcèlement, de violence aux postes frontalières. Alors, de façon beaucoup plus spécifique, alors les femmes, comme je l'ai dit, sont des piliers invisibles de l'intégration régionale et elles dominent le commerce également, comme je l'ai dit, à 70%. Elles arrivent également à tisser des réseaux de solidarité transfrontaliers, les coopératives, les épargnes, les entraides entre les frontières. Elles assurent aussi la mobilité quotidienne. C'est des vendeurs, c'est elles qui vendent dans les marchés hebdomadaires. Elles traversent les frontières pour faire cela. Elles viennent aussi pour des questions de santé, également d'éducation. Pourtant, elles sont absentes des textes et des décisions communautaires. Je crois que la question vraiment des femmes doit être prise, comme je l'ai dit un peu plus tôt ce matin, de façon assez sérieuse dans le contexte de la CEDEAO. Alors, entre autres types d'harcèlement qu'elles subissent, il y a les harcèlements et les extorsions aux frontières. Il y a également le fait que pour la plupart, elles ne sont pas scolarisées, donc ne connaissent pas leurs droits et il y a souvent les barrières linguistiques qui les empêchent de jouir de leurs droits pleinement quand elles traversent les frontières. Il y a aussi le fait que le commerce informel est criminalisé dans certains espaces et ça facilite pas le travail des femmes. S'y ajoutent les violences basées sur le genre et le fait que nos frontières même si elles sont libérées, sont également poreuses dans une certaine façon. Ça perpétue également certains types de violences faites aux femmes. Par exemple, dans les régions frontalières de la Guinée, pour éviter des poursuites au niveau du Sénégal, on fait traverser les jeunes filles pour aller en Guinée pour se faire exciser. Et c'est la même chose au Mali. Donc vraiment, du point de vue de la violation des droits des femmes, des jeunes filles, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à creuser pour qu'on ne puisse pas perpétuer ces choses-là. Waouh! Alors, peut-être que je vais aller, Ibrahima, aux recommandations. Alors, quelques recommandations relativement à la question des femmes. Je crois qu'il y a besoin de former les forces de sécurité sur les droits des femmes migrantes. Il y a aussi besoin de déployer des agents de sécurité féminins aux postes transfrontalières. Je crois que la CEDEAO aussi doit inclure une approche genre dans les politiques migratoires régionales et établir au niveau des frontières des centres d'accueil et d'orientation pour les femmes, documenter les abus et les violences faites aux femmes migrantes pour qu'on puisse rassembler des évidences. Parce que le problème en Afrique aussi, c'est qu'on n'a pas assez de données statistiques pour même changer les politiques. Donc je crois que ce serait important aussi de pouvoir documenter les abus qui sont faits aux femmes au niveau des frontières, financer également les programmes économiques pour les commerçants transfrontalières pour réduire la précarité et intégrer surtout les femmes dans le cœur de la gouvernance économique et sociale. Je crois que c'est important et enfin créer une plateforme CEDEAO, business et genre qui intègre les femmes dans les chaînes de valeur régionales, surtout qu'on parle de la ZLECAf. Je vous remercie. Merci beaucoup, Haïta, et merci surtout d'avoir parlé au nom de ce que tu appelles les piliers invisibles de l'intégration. Je pense que tu as mentionné un certain nombre de questions importantes, mais celle que je vais vraiment mettre en exergue, parce que c'est aussi des éléments importants lorsque l'on parle de libre circulation des personnes et des biens, c'est par exemple la reconnaissance mutuelle des diplômes. Dans ce cadre-là, prenez la Gambie, qui est la Gambie n'a de voisin que le Sénégal. Mais la Gambie va chercher ses médecins au Ghana
au Nigeria, alors qu'il y a beaucoup d'étudiants sénégalais qui ont des diplômes, qui sont là, qui ne travaillent pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que le diplôme sénégalais n'est pas reconnu en Gambie et le diplôme gambien n'est pas reconnu au Sénégal. Il y a aussi toute la question de la portabilité de la sécurité sociale. Les gens travaillent à l'extérieur dans l'espace CEDEAO, ils ont pratiquement travaillé 35-40 ans, ils ont cotisé pour leur retraite et autres, mais quand ils vont à la retraite, ils sont obligés de retourner dans le pays pour aller récupérer leur retraite peut-être tous les 3 mois, tous les 2 mois. Et ça, c'est vraiment encore des questions importantes que la communauté n'est pas encore arrivée à régler. Pour la question des femmes, je pense que je n'ai même plus de choses à dire, tellement vous avez détaillé la question. Et vous avez aussi parlé des étudiants. Voilà une catégorie, si l'on veut vraiment perpétuer ou en tout cas renforcer l'intégration régionale, on doit travailler sur eux. Regardez Dakar ces 5 dernières années, même la nourriture des Sénégalais s'est transformée par la présence de ces jeux. Maintenant, à chaque coin de rue, on vend de l'attiéké, on vend de la banane plantain, on vend des choses. Il y a 10 ans, ça n'existait pas au Sénégal. Ça montre comment l'intégration enrichit le pays et autres. Et donc, voilà des éléments importants qu'il faudrait mettre en exergue pour que le Jollof Rice, je discutais avec les amis ghanéens, ils nous parlent du Jollof Rice comme si c'était nigérien, alors que je dis le Jollof, c'est une région du Sénégal. Donc vous voyez que cette intégration-là, par d'autres voies, permet aussi de vraiment créer le sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance, c'est dommage, peut-être dans les débats, tu reviendras un peu là-dessus, Babacar. Cette idée de citoyenneté communautaire, c'est l'Afrique c'est la CEDEAO qui l'a inventée. En 82, la CEDEAO l'a inventée. C'est en 92 que l'Union européenne, dans le traité de Maastricht, l'a aussi adoptée. Mais en moins de temps, l'Union européenne lui a donné un contenu plus valorisant que le contenu que nous avons donné. Depuis 82, on n'a pas touché à ce document-là. Alors que c'est vraiment essentiel de travailler sur l'idée d'appartenance commune à une entité, à une région, et le fait qu'on puisse s'identifier à ça.